J'enchaîne. Très bien. Donc Céline Bochelin, Habitat Humanisme. Je suis la directrice générale de la Fédération. Je vais animer et participer les deux à cette table ronde sur les pensions de famille. En fait, l'objectif, c'est que chacun de vous parte à l'issue de cette petite demi-heure avec la conviction que les pensions de famille, c'est une réponse extrêmement pertinente par rapport au mal logement et que vous en soyez des prescripteurs. C'est ça le but. Je veux bien vous laisser une carte à la fin, puis vous me direz quand vous avez réussi à mettre une pension de famille quelque part. D'accord ? Alors, qu'y a-t-il autour de cette table ronde pour présenter les enjeux des pensions de famille ? Donc, il y a Frédéric Cadet, qui est de la DIAL, la Direction interministérielle à l'hébergement et au logement. Et à l'accès au logement, pardon, le A. Aïe. Voilà. Il y a Michel Bancal, qui est adjoint au maire de Versailles, sur la partie logement. Et Christian Dubois, qui est de Next City Non-Profit, l'une des structures de promotion qui aujourd'hui porte le plus probablement de développement de pensions de famille, qui s'est quelque peu spécialisée sur ce sujet. Alors on va démarrer tout de suite, on vous propose, parce qu'il n'y a pas meilleure manière de parler des pensions de famille que de ceux qui y habitent. Donc, premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une pension de famille, et puis après, on va débattre ensemble, à la fois de l'intérêt de ces structures et de ce qui peut permettre demain d'en développer davantage. Voilà, donc un petit film, des paroles aux habitants. C'est pas moi qui maîtrise la technique. Voilà, ça c'est tout bon. Voilà. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est des gens ici, moi le premier, hein, qui avons des parcours de vie difficiles. Hein. Avant, j'étais pas à Lyon, en fait, j'étais à Paris. J'avais une vie de couple et ensuite ça s'est un petit peu tout écroulé. Là, j'ai été mis à la porte par mon père à l'âge de 17 ans. Là, ça a été la rue pendant 2 ans. Ensuite, ça a été les hôtels pendant 7 ans. 3 ans dans un hôtel que je payais moi avec mes sous. Un hôtel complètement insalubre avec des rats, des cafards. J'ai été responsable dans une grosse boîte pendant 11 ans. Après, je me suis mis à mon compte 8 ans. Et au bout de 8 ans, j'ai perdu un gros client. Il a fallu que je ferme ma boîte. Et j'ai disjoncté un peu sur l'alcool, voilà. Je peux vous dire que pendant 10 ans, j'en ai bavé. Ce qu'on propose, c'est du logement accompagné, mais on insiste sur le terme de logement à la différence de l'hébergement. Ici, les gens habitent dans la pension à durée indéterminée, il n'y a pas de limite de temps. Les gens sont chez eux, habitent leur studio et partagent des parties communes qui sont une grande cuisine, un salon, un jardin. Mais chacun a son espace intime. Et c'est cette notion d'intimité qui est une notion centrale de la pension de famille et qui permet de se poser, de se reconstruire. On a un public qui malheureusement a eu un parcours de vie très très chaotique, notamment au niveau du parcours résidentiel. Donc on a des personnes qui viennent de la rue. Et qui ont eu pas mal d'étapes dans les centres d'hébergement et qui, à la fin de leur parcours, ne sont pas encore prêts vraiment à aller vers du logement autonome. Et c'est ça la pension de famille, c'est de leur permettre d'être dans un environnement où ils sont chez eux, ils sont locataires, ils payent un loyer, ils perçoivent des APL, mais ils ont encore besoin d'une présence pour l'accompagnement auprès des démarches administratives, par exemple, et puis avoir aussi le lien social à reconstruire. En fait, le plus important pour moi, ça a d'abord été le toit sur la tête. Quand je suis arrivé, je me suis dit, enfin, je peux poser mes valises. Si je compare avec l'endroit où j'étais, avec l'hôtel où j'étais vers Saint-Denis, c'est le jour et la nuit. C'est énorme le changement, c'est-à-dire que nous avons quand même notre chez nous. Mais maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai un toit, j'ai du chauffage, j'ai une douche, j'ai une toilette, j'ai... Un point de chute où on est stable, où on n'est pas à droite, à gauche. Je me sens en sécurité et en confiance, là. Nous disposons d'une boîte aux lettres, donc nous ne sommes plus anonymes. Et ça nous permet de rebondir déjà au niveau psychologique et pouvoir se projeter sur autre chose.
de recommencer une nouvelle vie, une nouvelle étape avec de nouvelles personnes, mettre le passé complètement de côté. Redémarrer ma vie, quoi. J'ai pu refaire tous mes papiers, j'ai pu me reconstruire un petit peu. Il fallait absolument que je puisse reparler aux autres. Et le meilleur moyen de commencer à me resociabiliser, c'était ici, enfin c'était le fait de descendre dans les parties communes et de reprendre goût, quoi. Je suis bien ici. Je suis bien parce que je me sens entourée. Et on peut s'appuyer un petit peu sur les autres. On est bien accompagnés. Il y a la responsable de maison qui est là, qui est toujours à notre écoute. J'ai commencé à me remettre au dessin et à la peinture. Donc du coup, j'ai exposé dans le quartier durant un mois au Laurier. J'ai vendu une dizaine d'œuvres. Donc ça fait 2 ans maintenant, j'anime un atelier Point de Croix. Ce qui m'a apporté une valorisation de moi-même parce que je me sens responsable, je me sens revalorisée. Voilà, des témoignages. Alors vous l'aurez compris, une pension de famille n'accueille pas les familles, mais des personnes qui ont des parcours de vie, des parcours de rue pour certains d'entre eux, et qui donc ont besoin d'une étape, d'un accès à un logement ordinaire, et ça c'est important, c'est du logement, c'est pas de l'hébergement, mais avec des situations, nous, dans les un peu plus de 50 pensions de famille d'habitat humanisme, on accueille une très très grande majorité de gens qui touchent l'aide adulte handicapé, et pas pour des raisons physiques. Hein. Donc c'est souvent des gens qui ont des problématiques psy un peu lourdes et qui nécessitent ce type de dispositif. Donc c'est en gros 20-25 petits logements, 20-25 personnes. Vous avez entendu aussi des hôtes, ce sont des travailleurs sociaux, des gens qui sont dans l'accompagnement social. Il y en a en général 2 par résidence à peu près. Et vous avez donc en général au premier et au deuxième étage les petits logements et en rez-de-chaussée ce qu'on appelle les parties communes, des lieux de vie partagés, parce qu'il y a eu notamment une femme qui a parlé de reprendre des échanges, du lien social. En fait, ce qu'on cherche à faire dans ce type d'endroit, c'est d'accompagner individuellement et collectivement, c'est-à-dire d'appuyer sur les 2 dispositifs. Il y a des travailleurs sociaux qui sont là pour l'accès aux droits, tout ce qui est accès aussi à la santé, etc. Il y a des bénévoles pour ce qui est des pensions de famille d'habitat humanisme. C'est à chaque fois une dizaine, vingtaine de bénévoles par résidence. Et on fait de l'animation individuelle et de l'animation collective. Le but du jeu étant que les gens reprennent, ça a été bien dit, confiance en eux, capacité à. Ils sont là le temps dont ils ont besoin. On a, nous, un taux de rotation à peu près de 20%, donc il y en a à peu près 1 sur 5 qui changent chaque année pour repartir dans un circuit normal. Pour certains, ça fait 2 ans. Pour d'autres, ils sont là depuis la création de la pension de famille. Parce que les pensions de famille, ça a été créé en 97, donc c'est pas très très vieux. Vous avez vu la moyenne d'âge, elle est relativement élevée. La moyenne d'âge dans nos pensions de famille est de 50 ans. C'est des gens qui ont des parcours de rue souvent un peu longs. On a d'ailleurs des problématiques de vieillissement anticipé de ce public. Hein. Quand vous avez passé des années à la rue, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a aussi des jeunes, hein. Ce n'est pas un dispositif pour les quadras et plus, il y a aussi des jeunes. Je pense qu'à l'avenir, quand il y a de plus en plus de pensions de famille, il y aura de plus en plus de jeunes. Mais là, en quelque part, on gère des personnes qui n'avaient pas de dispositif adapté jusque-là. Voilà, alors quelques éléments. Il y a à peu près 1000 pensions de famille. Je regarde la dial parce que c'est à peu près 20 000 places aujourd'hui. Nous, on a fait un travail de mesure d'impact. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que 90% des résidents déclarent être satisfaits de leur logement. Ça, c'est issu d'enquête. Ils se sentent mieux psychologiquement pour 72% d'entre eux. Et puis moi, il y a un indicateur qui me touche particulièrement, c'est que 52% d'entre eux s'occupent de leurs problèmes de santé. Vous avez compris qu'il y a des addictions, vous avez compris qu'il y a des choses à travailler. Le fait qu'ils reviennent pour 1 pour 2 dans cette capacité à se soigner, c'est un signe qu'ils se sont effectivement posés et en capacité de le faire. Moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois d'aller dans une pension de famille. Je m'assois à côté de quelqu'un, il me dit « Vous savez, moi je suis bipolaire et puis voilà, j'en suis là. » Et puis « d'accord, ok, très bien, on déjeune ensemble. » Ok, on déjeune ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, venons maintenant que je vous ai expliqué à peu près ce que sont les pensions de famille. D'abord, de dire que c'est un élément du logement d'abord, et là je vais passer la parole du coup à l'État pour dire en quoi est-ce que les pensions de famille sont un élément de réponse au sans-abrisme. Ouais, alors, en effet, alors on le comprend hein, au travers de tous ces témoignages et en écoutant c'est ce que vous rapportez sur les pensions de famille qui sont gérées par Habitat Humanisme. Les pensions de famille, c'est vraiment un outil clé dans le cadre du plan Logement d'abord. Donc le plan Logement d'abord, c'est quoi? C'est un plan qui a été lancé en 2017,
plan quinquennal. Enfin, il y a eu un premier plan quinquennal, il y a un deuxième plan quinquennal qui est engagé aujourd'hui depuis le début de cette année. Et le fondement de ce plan, c'est de renverser complètement la manière de répondre, d'apporter des solutions aux personnes qui sont en situation de précarité à l'égard du logement, en changeant complètement de paradigme, c'est-à-dire que précédemment, on partait du principe qu'il fallait que les personnes fassent la preuve de leur capacité à habiter un logement pour pouvoir y accéder, et ce faisant, donc ça se concrétisait par des passages dans l'hébergement, dans les CHRS, l'hébergement d'urgence, etc., avec l'accompagnement effectivement mis en face, mais toujours... Voilà, avec ce présupposé que les personnes ne pouvaient pas accéder à un logement parce qu'il fallait d'abord, encore une fois, qu'elles fassent preuve de leur capacité à habiter. Et donc le logement d'abord, c'est de renverser complètement cette approche, et évidemment en s'appuyant sur des études qui ont été menées, qui font la démonstration que c'est pas la meilleure manière justement d'apporter des solutions et d'offrir des perspectives aux personnes en situation de précarité. Ce qui fonctionne bien, c'est justement de permettre l'accès le plus rapide possible et si possible sans passage par l'hébergement à un logement. Voilà, donc ça c'est vraiment le moteur du plan logement d'abord, et c'est autour de ce paradigme-là que cette politique publique s'est construite. Et en effet, alors elle s'est construite avec un certain nombre d'objectifs, des enjeux, enfin voilà, des cibles à atteindre, dont des cibles sur les pensions de famille, puisque en effet, les pensions de famille, vous l'aurez compris, c'est quoi? C'est du logement, ça n'est pas de l'hébergement. Les personnes restent autant de temps qu'elles le souhaitent dans ces structures. C'est vraiment, voilà, enfin, comme tout un chacun, comme du logement classique, je dirais. Alors effectivement, on entend souvent c'est être chez soi, mais pas tout seul, puisqu'il y a la présence de ses hôtes. On appelle les hôtes les personnes qui sont salariées en pension de famille. En général, ils sont 2, puisqu'on est sur des structures qui font à peu près 25 logements. Donc on a 2 personnes qui sont là et qui tous les jours assurent une présence. Alors un accompagnement soit plutôt individuel ou en tout cas qui essaye d'orienter les personnes vers les bons interlocuteurs, et puis surtout une animation collective pour effectivement permettre de sortir de l'isolement, de recréer un collectif. Et bon, c'est vrai que parfois les pensions de famille, le nom prête à confusion. On pense que ce sont des structures qui accueillent des familles, ce qui n'est effectivement pas le cas. Ce sont des structures qui accueillent essentiellement des personnes seules, mais ce qu'on entend souvent dans leurs témoignages, c'est que c'est une famille de cœur qui se crée en fait dans ces pensions de famille. Donc c'est un outil clé du plan logement d'abord. Il y avait des objectifs qui avaient été fixés dans le cadre du premier plan quinquennal. 10 000 places devaient ouvrir, devaient sortir de terre. Au bout des 5 ans, on a atteint un peu plus de 7 200 places, donc on n'était pas tout à fait à fin 2022 aux objectifs qu'on s'était fixés. Mais on sait aussi que c'était très ambitieux, qu'il fallait relancer enfin, ça prend du temps, les projets mettent du temps aussi, et c'est normal parce que ça nécessite une grande concertation entre les différents acteurs et les différents partenaires. Donc ça a mis un petit peu de temps à se lancer, mais il y a une grosse dynamique malgré tout qui a été engagée dans le cadre de ce premier plan. Il y a beaucoup d'agréments qui ont été donnés pour faire des projets, donc il y a plus du double sur cette période-là par rapport à la même période antérieure. Donc on voit vraiment que ça a suscité un grand dynamisme. Et l'idée, c'est vraiment maintenant de s'inscrire dans ce dynamisme, de poursuivre avec à minima, donc sur les 5 ans à venir, des objectifs tout aussi ambitieux. Et ces objectifs, c'est vraiment des objectifs importants qu'on suit. Les préfets ont chacun sur leur département doivent atteindre tous les ans un objectif d'ouverture de places de pension de famille. C'est très suivi, ça fait partie de ce qu'on appelle les objectifs prioritaires du gouvernement, donc c'est pas anodin. Enfin, ça montre à quel point voilà, la qualité de ces pensions de famille est reconnue, et vraiment la forte attention qui est portée à leur développement, sachant que voilà, l'État finance bien évidemment les postes d'hôtes en pension de famille, donc ça donne des garanties sur la qualité qui est mise en œuvre au sein de chacune des structures qui ouvrent en termes d'accompagnement des personnes, etc., de présence. Donc c'est bien sûr extrêmement important.
Alors oui, ça c'est important pour un opérateur comme nous, Habitat Humanisme, c'est que effectivement le fonctionnement, enfin l'État finance à hauteur de 19,5 € par jour et par personne, ce qui permet de couvrir les frais de fonctionnement. Ce qui veut dire que vous avez un modèle économique qui est à peu près équilibré pour les opérateurs que nous sommes. Et c'est intéressant de le comparer à d'autres coûts type nuitée d'hôtel ou type hébergement qui à l'évidence coûtent beaucoup plus cher. Et sont moins qualitatifs sur le plan de l'accompagnement, parce qu'en nuitée, malheureusement, malgré toutes les bonnes volontés, on a du mal à avoir un accompagnement qualitatif. Donc c'est extrêmement vertueux, y compris sur un plan financier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces dispositifs, ça coûte moins cher à la collectivité et au collectif. Alors je vais passer la parole à l'élu, celui qui a dit oui, ou à peu près. Et donc qui, à Versailles, va nous dire pourquoi et puis comment ça se passe. Pour rebondir un petit peu ce que vous disiez au début, là, parce qu'on a parlé plusieurs fois, c'est par pension de famille, ça évoque famille. Alors pour les jeunes, ils n'ont pas connu, mais quand nous on était jeunes, les pensions de famille, c'était des hôtels plutôt bon marché où on allait en vacances en famille avec une ambiance un peu familiale. Et je pense que pension de famille, c'est le fait qu'il y a une ambiance familiale pour des gens qui effectivement ont rompu tout lien avec la famille depuis... voilà. Et quand vous dites c'est vertueux au niveau financier, je pense pour une collectivité locale, s'occuper de gens qui sont à la rue, etc., c'est un coût très important. Donc globalement, même quelqu'un qui serait très égoïste, comment s'appelle, le modèle pension de famille est, on va dire, rentable par rapport même à des SDF, parce qu'on met en place des systèmes de maraude, parce qu'on les suit avec le CCAS, etc. Mais bon, on ne l'a pas fait pour ça, je vous rassure, pas que pour faire des économies. Donc nous, à Versailles, on a eu la chance, il y a déjà pas mal de temps, d'avoir, c'était une communauté religieuse vieillissante qui a mis à disposition donc, un bâtiment Habitat Humanisme. Alors Versailles doit être la 6e ville où le foncier est le plus cher de France, et c'était dans le quartier le plus cher quasiment de Versailles. Donc on pouvait s'attendre à quelques, on va dire, difficultés de la part du voisinage. Il n'y en a pas eu trop, et maintenant qu'ils sont là depuis déjà pas mal de temps, le rapport avec le voisinage, c'est que, comme on le disait, Habitat Humanisme, alors à Versailles on a 2 associations, il y en a une qui en a déjà, l'autre qui en rêverait, avec qui on travaille, qui sont Habitat Humanisme et SNL, travaille avec beaucoup de bénévoles, et une grande partie des bénévoles de cette pension de famille sont des voisins. Des gens qui habitent dans les rues autour, qui donnent, donc il y a un vrai accompagnement par des professionnels, et je trouve que c'est très important pour ce modèle en plus associatif, parce que l'accompagnement des professionnels et l'accompagnement des bénévoles n'est pas le même, n'est pas perçu pareil, n'a pas les mêmes disponibilités, n'a pas les mêmes compétences, et donc ce modèle, depuis qu'on l'a, on n'a qu'à s'en vanter. Alors effectivement, de temps en temps, malheureusement, rarement, il y a des gens qui se sont tellement stabilisés qu'ils peuvent aller vers un logement autonome, généralement social, parce que leur revenu permet difficilement autre chose. Beaucoup restent. Et effectivement, on a des gens qui ont des fragilités psychologiques, qui ont besoin d'un accompagnement, mais qui ont besoin d'un vrai logement. Il ne s'agit pas d'être dans un dortoir avec des douches partagées ou que sais-je, comme ça pourrait être dans certains hébergements. Ils ont un vrai logement, un vrai chez eux, mais ils ne sont pas seuls. Il y a une ambiance familiale. Et alors, on a la chance à Versailles, pas très loin de là où il y a la première structure, il y avait le siège d'un collecteur ex-collecteur d'Action Logement, maintenant c'est Action Logement, et collecteur d'autrefois, qui ne sert plus, qui est le siège de Procilia, qui a priori va être transformé en une 2e pension de famille d'Habitat Humanisme. Donc c'est un bailleur social, Séquence, qui va le gérer, et enfin le mettre en place, faire les travaux. Transformation de bureau, donc c'est pas très simple, mais a priori ça serait géré par Habitat Humanisme, parce qu'on a un problème pour trouver le foncier pour pouvoir faire 25 places au même endroit, c'est toujours très complexe. Et puis on a le plateau de Satori qui va enfin se lotir en partie, et je pense que dans la 2e phase on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on imaginerait une pension de famille, cette fois gérée par SNL, il faut partager quand même, mais les deux font un peu le même... c'est le même type d'engagement, et cette présence de bénévoles est assez... je vais rapporter une fois, parce que le bénévolat, c'est les accompagner peut-être pour faire des démarches, pour aider à entretenir le logement, mais aussi pour faire des activités. Et ils étaient allés au musée ou voir je ne sais plus quelle exposition, donc les bénévoles et les gens de la pension de famille. Et alors il y en a un qui m'a dit, on a été voir, des bénévoles, on a été voir une exposition d'art moderne, parce que comme ça, personne ne comprend rien et on est sur un pied d'égalité. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Moi, j'ai une question quand même, c'est comment ça s'est passé avec le voisinage ? C'est justement ça. Le voisinage, au début, il y a eu
quelques petits remous, certains s'attendant à. Puis en fait, il faut avouer que même si c'est des gens... et c'est là que l'accompagnement très serré et des professionnels et bénévoles joue, parce que vous en avez moins, Habitat Humanisme, mais SNL en a plus du logement diffus. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de logements, soit mis à disposition par des propriétaires, soit rachetés par donc, SNL. Il y en a quelques-uns d'Habitat Humanisme aussi. Donc ça veut dire que vous avez un immeuble tout à fait normal de Versailles, il n'y en a pas beaucoup, et dedans il y a un appartement dans lequel il y a une famille avec du très social. On n'a jamais eu aucun remonté. C'est-à-dire que cet accompagnement de proximité fait que si cette famille était en grand... Enfin, cette personne, parce que généralement, c'est qu'une personne seule, mais dans le diffus, ça peut être des familles quand même, entre guillemets, dérape dans les premiers temps. Même le week-end, même la nuit, il y a des gens qui vont intervenir pour venir l'aider, pour etc. Et très rapidement, tout se recalme et on n'a jamais de remontée au niveau de la mairie par rapport au voisinage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit à cette spécificité. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les pensions de famille, mais cette spécificité du mélange des professionnels et des bénévoles qui ont chacun un rôle vraiment très, très particulier et complémentaire. Merci. Alors, je vais passer la parole à Christian Dubois, qui a croisé un certain nombre d'élus ou de collectivités pour essayer de leur parler des pensions de famille. Qu'est-ce que vous racontez? Comment vous expliquez l'intérêt pour une collectivité d'aller vers ce type de dispositif? Alors, quand on cherche à convaincre un élu, déjà, il faut tout de suite lui expliquer qu'il n'y a pas de famille dans la pension de famille. Je crois que... on cherche à convaincre des élus qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de pension de famille dans leur commune. Parce que tous ceux qui ont une pension de famille tiennent à peu près le même discours que mon voisin, qui est un discours en disant il nous en faut une deuxième, il nous en faut peut-être une troisième, par tranche de 10 000 habitants. Je dirais qu'on peut multiplier comme ça. Et on a des communes qui nous demandent de multiplier les pensions de famille, parce que je crois qu'à partir de 10 000 habitants et au-delà, on a assez de personnes, malheureusement, on a assez de personnes qui sont déjà là, et c'est le deuxième sujet peut-être aussi une fois qu'on s'est pas trompé sur les mots de la pension de famille. Après, on va expliquer qu'on parle des gens qui sont déjà là, qu'on regarde plus à la sortie du Super U, mais qui sont là déjà. Et en fait, c'est de cela c'est à cela qu'on s'adresse, et je pense que l'élu, la collectivité, là aussi est sensible, parce que elle doit s'en occuper, ça lui coûte cher en effet, et puis de toute façon il n'y a pas d'autre bonne solution, me semble-t-il, que la pension de famille. Ça, c'est les deux arguments qui tiennent aux gens et à l'accompagnement. Après, sur des sujets beaucoup plus pratiques, on parle de la loi SRU. Dans une pension de famille, il y a 20 ou 25 logements, vous le disiez tout à l'heure. Ces 20 ou 25 studios comptent un pour un dans la loi SRU. Donc c'est d'autant plus sensible pour les élus qui ne sont pas forcément très développeurs de logement social. Bon, c'est une façon pour eux quand même de répondre à la pression des préfectures notamment, qui leur demandent d'avancer sur ce sujet-là. Et quand on a fait des promesses de politique, de ne pas accueillir de familles d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de problème d'école, parce que problème de quota d'allo du préfet, la pension de famille, c'est aussi une réponse pour ces élus-là, qui est une réponse de dire je vais avancer dans le développement de logement social. Alors après, les pensions de famille, il y a un argument aussi d'insertion dans le paysage, dans le quartier, parce que c'est vrai que celle de Versailles, c'est la première que j'ai visitée quand j'ai commencé il y a 5 ans à m'intéresser à ces sujets-là. C'est surprenant l'endroit quand même, de se dire c'est sacrément chic. Voilà. Donc, et malgré l'appréhension des gens, ça s'est assez rapidement... voilà. Mais il y avait quand même une appréhension des gens. Et souvent, l'élu se dit, est-ce que je vais pouvoir porter ça politiquement? Est-ce que je vais pouvoir emmener ça? Ça, il faut qu'on fasse, nous tous, une pédagogie auprès des élus pour leur donner le courage d'y aller. Et on essaye de plus en plus. Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est visiter des pensions de famille, parce que quand on ne sait pas ce que c'est, la première chose à faire, essentielle, c'est de passer 2 heures un matin, prendre un café et avec les gens qui y travaillent, les gens qui y habitent, et on comprend tout de suite comment ça marche. Et après, on peut évidemment le porter plus fort.
Donc voilà, donc je dirais que pour moi c'est une chance en fait dans une ville, dans un quartier de ville pour les grandes villes, d'avoir une pension de famille. Ça doit prendre sa place comme le square, l'épicerie, l'église. Enfin voilà, c'est un élément de la ville et je dirais qu'aujourd'hui c'est en plus une chance pour la collectivité parce que ça coûte pas grand-chose. Hein, c'est inséré dans une opération immobilière où c'est un objet unique qui est en financement par le logement social et comme on le disait, le fonctionnement il est pris en charge par l'État. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des dispositifs, nous, on en a un peu partout, c'est-à-dire dans des grandes métropoles, dans des villes moyennes, dans des petites villes, dans des centres-bourgs et même à la campagne. Comme ça répond essentiellement à des enjeux locaux, et qu'il y a malheureusement des publics en difficulté un peu partout sur notre territoire, ce sont des réponses qui valent, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle vous êtes. Alors après ce qu'on vous a dit, vous dites mais pourquoi est-ce que, enfin voilà, évidemment c'est un dispositif fabuleux, mais pourquoi est-ce que ça ne se développe pas plus? Parce que dans la vraie vie, si on est aussi là devant vous, c'est qu'on a aussi le sentiment qu'on a besoin de convaincre, de l'un et de faire connaître aussi ces dispositifs pour qu'on arrive à les développer et être aux objectifs que l'on partage avec l'État sur le développement des pensions de famille. Alors l'ADIAL a fait et a mené une étude qui est très intéressante sur l'étude des freins. Oui. Et si vous pouvez nous en dire deux, trois mots sur qu'est-ce qui fait que ça ne se développe pas plus. Effectivement, on a partant un peu de ce paradoxe apparent entre le fait que finalement, quand on rencontre et qu'on discute, qu'on parle avec des élus et des acteurs, des partenaires sur les territoires, il y a un consensus très large pour dire que les pensions de famille s'insèrent bien dans leur quartier, vivent bien. Enfin, vraiment, c'est vraiment un outil qui est plébiscité, on peut le dire, quand elles existent. Et en face, on a souvent aussi des retours pour nous dire bah oui, mais là, sur un projet, malheureusement, ça ne se fera pas. Il y a un blocage. Voilà, il y a parfois, souvent, enfin, ce sont les élus qui disent bah non, on ne veut pas sur notre territoire de ce projet parce que pour diverses raisons, sans doute. Donc on a essayé un petit peu de creuser un peu pour voir ce qu'il y avait derrière, quelles étaient les représentations finalement qui pouvaient venir expliquer ces réticences, ces freins, etc. Et on a commandé à la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, qui est un département des sciences comportementales. Donc les sciences comportementales visent à décortiquer, à comprendre dans la position des acteurs finalement ce qui est en jeu, enfin quels sont les leviers qui font que ils se positionnent de telle ou telle manière. Donc ils ont mené tout un travail et notamment ils ont mené une enquête qui a été lancée en fin d'année auprès du maximum d'élus. Alors une enquête, on y répondait de manière totalement anonyme. Donc ils ont eu beaucoup de réponses, de maires essentiellement. 360 réponses de maires donc, qui ont répondu à un certain nombre de questions. Et derrière ça, eux ont pu en retirer un certain nombre d'éléments, des choses qu'on sentait, qu'on pressentait, qu'on savait un petit peu. Et puis surtout, ils nous proposent des leviers en face. Alors le premier, effectivement, quand même, le constat de base, c'est de dire que souvent, les élus ne connaissent pas les pensions de famille, ne savent pas ce que c'est, donc plus de la moitié des répondants ne savaient pas ce qu'était qu'une pension de famille. Et puis après, effectivement, il y a donc le premier enjeu, c'est de faire connaître les pensions de famille. Et ça, on le sait déjà, on l'a bien identifié, cet enjeu-là, ça fait un petit moment. Et c'est pour la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a lancé la Semaine nationale des pensions de famille. Donc il y a eu 2 éditions déjà, il y en aura une 3e là au mois d'octobre. C'est une manifestation qui est organisée à la fois par la DIAL, par l'État, mais aussi par l'ensemble des grandes fédérations nationales qui sont référentes sur les pensions de famille, dont Habitat Humanis bien sûr, et puis l'UNAFO et d'autres. Et donc c'est une semaine pendant laquelle en fait on invite les pensions de famille à faire des portes ouvertes, à organiser des manifestations, enfin tout ce qu'elles veulent, des goûters, enfin des expositions. Évidemment, elles organisent ces événements avec les résidents. Et l'idée, c'est de faire venir vraiment le plus possible de personnes. Alors les partenaires aussi du secteur sanitaire et social, qui sont des partenaires au quotidien, et puis les élus aussi, surtout pour qu'ils puissent voir, qu'ils puissent comprendre finalement comment ça fonctionne et qu'ils aient envie derrière de se doter d'une pension de famille, parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'avant tout, c'est une solution en fait pour les élus. Et ce matin, j'étais à une inauguration d'une pension de famille en Seine-Maritime. On parlait voilà, c'est une solution pour pas seulement pour des villes, mais aussi pour des territoires plus ruraux. Et en l'occurrence, c'était une ville, enfin une commune de moins de 1000 habitants. Pendant les discours, une des élus disait moi il n'y a pas très longtemps, voilà, j'ai un administré qui est venu me voir, j'ai
j'avais pas de solution. Il était dans une situation assez dramatique. J'avais pas de solution. Je ne connaissais pas à l'époque l'existence de cette association et de cette pension de famille. Et elle dit, et voilà, en voyant la pension de famille, ben, demain je saurais aussi, j'aurais d'autres solutions à proposer. Donc voilà, c'est avant tout peut-être une solution et qui répond à la fois à des besoins sur des territoires qui peuvent être très urbains, mais aussi des territoires beaucoup plus ruraux, donc qui s'adaptent vraiment aux besoins. Et en tout cas, pour ce qui est de cette étude, effectivement, on va poursuivre nos efforts avec l'ensemble des fédérations pour justement mieux s'outiller, mieux s'armer et faire en sorte, voilà, qu'on fasse mieux connaître, et notamment auprès des élus, ce que sont les pensions de famille. En essayant, voilà, de lever un certain nombre de représentations, notamment effectivement sur bah oui, mais ça va peut-être coûter cher, et en montrant qu'en face, au contraire, ça peut notamment le fait que des autres soient financés fait qu'il n'y aura pas besoin il y aura pas de pression supplémentaire sur les services municipaux pour assurer un accompagnement. Non, l'accompagnement est fait sur place, au contraire, il y a une présence, etc. Donc c'est tout ça, c'est tous les arguments qu'il faut mettre face aux freins qui ont pu être identifiés au travers de cette étude et sur lesquels on va évidemment travailler. Merci. Alors Michel Wankel, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on change ou pas sur les pensions de famille pour que ça aide à leur développement? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse de votre point de vue? En tant qu'élu local, le fonctionnement de la pension de famille nous convient tout à fait. Alors dans des zones très tendues avec foncier plus cher, quelquefois une aide au moment de la création, je parle là du bâti, etc. Oui, là, sur l'investissement. Sur l'investissement, c'est compliqué, même si la ville met la main à la poche. Quand on a des fonciers à ce prix-là, ça devient compliqué. Et puis après, dans le phénomène des attributions, on a été complètement dépossédé. Ça, je trouve ça un peu dommage. C'est-à-dire que quand il y a une place qui se libère, ça va être le SIAO, donc c'est un service d'État qui va dire... Et donc, quelquefois, nous, service ville, le CCAS, service logement, on connaît des gens, on dit, mais alors, ça serait la place idéale dès qu'il y en a une qui se libère. Mais c'est pas nous qu'on va demander et on n'a pas notre mot à dire. Et ça, je trouve ça un peu dommage, voilà, qu'on ne puisse pas complètement en faire profiter le terrain. Oui, parce que le SIAO, donc le service intégré d'orientation et SIAO. Alors, orientation et l'EA. D'accueil et d'orientation, merci. On a tellement l'habitude de dire SIAO, service intégré d'accueil et d'orientation. Effectivement, il gère l'ensemble de la file, en fait. Voilà, il gère la file et c'est pas toujours... Là, c'était pour un logement diffus, pour une seule personne, donc un peu la même chose. Il n'y a pas longtemps, c'est... Donc SNL, il m'appelle, il me dit on n'a qu'un seul candidat, le SIA ne nous envoie qu'une personne, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on sait faire. Vous voyez, ils se sont bien améliorés sur un certain nombre de choses sur les procédures, mais je trouve dommage qu'on ne mette pas plus les acteurs locaux dans le choix effectivement des entrées, des attributions. Il ne s'agit pas de favoriser X ou Y, mais d'être proche du terrain. Voilà. Il y a un petit détail que je voulais donner tout à l'heure, j'ai oublié, sur l'utilité des pensions de famille. Avant qu'il y ait des pensions de famille, Versailles, ils avaient essayé, justement, avant même qu'il y ait la mode, directement le logement d'abord, de reloger dans des logements sociaux des personnes qui venaient de la rue. Et ça a été, je veux dire, 4 fois sur 5, ça a été des échecs, quoi, parce qu'un relogement dans un logement autonome de quelqu'un qui n'est pas accompagné comme il faut, il retombait à la rue et il retombait plus bas, quoi. Donc la pension de famille, ça évite ça aussi, parce que si c'est pour que des gens qui sont descendus très bas, on les fasse redescendre en dessous avec un sentiment d'échec encore plus fort, alors que la pension de famille, les gens qui rentrent sortent rarement avec ce sentiment d'échec, et ça c'est quelque chose de très très positif. Voilà. Merci Christian Dubois, donc de Nexity Non-Profit. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles propositions vous auriez à faire pour développer encore plus les pensions de famille? Je crois qu'il faut faire ce qu'on fait là. Il faut que ce dispositif soit mieux connu. On porte chez Nexity Non-Profit à peu près 80 dossiers un peu partout en France. On pourrait rajouter 40 dossiers où il y a eu des refus des élus, y compris des sujets qu'on a pu faire ensemble, parce que les élus nous ont dit non sans peut-être nous écouter, sans chercher à comprendre ce qui Donc pour les convaincre, parce que sans l'élu, il faut, pour faire une pension de famille, il faut une première chose, il faut un permis de construire. Alors, il faut un terrain. Il faut un petit terrain, c'est tout petit. Une pension de famille, c'est 700, 800 mètres carrés
habitable. Hein, donc si on fait ça sur 2-3 niveaux, on n'a pas besoin d'un grand terrain. Ça vient bien se mettre dans une dent creuse dans la ville parce que on n'a pas forcément besoin de beaucoup de parking. Hein. Les gens qui habitent la pension de famille, bien évidemment, n'ont pas de voiture, donc il y a besoin de pouvoir gérer le stationnement des gens qui y travaillent. Mais donc ça, voilà, on sait faire ça. Des petits terrains de 300-400 mètres carrés, il y en a un petit peu partout dans toutes les villes. Alors elles appartiennent à la collectivité, peut-être un peu moins à Versailles, mais je pense un peu partout en France. Je pense qu'on trouve assez facilement ces petits fonciers ou des fonciers à réhabiliter. Hein. Donc après, il y a des astuces aussi pour travailler sur la valeur du foncier. Hein. On essaie de trouver des montages aussi, et on travaille bien ensemble, parce qu'Habitat Humanisme est aussi un peu... Voilà. D'habitude, c'est un bailleur social. Il y a une association qui va gérer la pension de famille, il y a un bailleur social qui va l'acheter. Avec Habitat Humanisme, il y a une foncière hein, qui permet d'acheter. Donc on peut trouver aussi des systèmes de baux à construction, de baux à rénovation, qui permettent d'aller chercher, d'aller réaliser dans des endroits où le foncier est beaucoup plus cher et on n'y arriverait pas... On n'y arriverait pas comme ça. Voilà. Et puis, je dirais que pour les collectivités, à partir du moment où on part du principe que le dispositif est, malgré tous les efforts, et reste peu connu, je crois qu'il faut en parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexe chez le promoteur immobilier, alors un peu plus chez Nexity et ses filiales, parce que ça fait pratiquement 5 ans qu'on y est et qu'on travaille ça. Beaucoup de nos confrères aujourd'hui ne connaissent toujours pas ce dispositif-là, donc on n'a pas le réflexe de le proposer. On n'a pas le réflexe de le proposer aux bailleurs sociaux, hein, avec lesquels ils travaillent pour faire répondre à l'obligation SRU qu'ils ont sur le... Voilà. Et ça c'est aussi à l'élu, à l'aménageur, de dire mais pourquoi vous ne faites pas une pension de famille ? Il y a beaucoup d'endroits où on peut le faire. Et il suffit d'y penser, en fait. Après, économiquement, c'est pas plus compliqué de faire une pension de famille, voire même un petit peu plus simple, de faire une pension de famille que de faire du logement social classique familial. Je me permettre éventuellement une question, parce que du coup, ça me fait rebondir sur quelque chose. C'est-à-dire que quand on a, nous, des projets de promoteurs, on a 30% de logements sociaux obligatoires. On sent que déjà, bon, même si ça passe, le promoteur souvent tique, parce qu'ils ont des logements qui vont devoir vendre 10 000 € du mètre carré, leur disent que dedans, il y en a 30%, ça va être du logement social déjà. Bon, mais est-ce que vous avez... Parce qu'on n'a jamais essayé de se dire, on va faire carrément une pension famille. Et une pension de famille dans un immeuble qu'on va vendre à 10 000 du mètre carré, je ne sais pas si... aucun promoteur, pour l'instant, nous a fait la proposition. Je ne sais pas si on pourrait leur proposer. C'est que Nexity ne doit pas beaucoup travailler à Versailles. Parce que sur les 80 projets dont je parle, il y a 80%, les pensions de famille sont intégrées dans les opérations. C'est un bon voisinage, une pension de famille. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, la vie est paisible dans une pension de famille. Les gens, il n'y a pas de gens excités, ou quand ça se passe mal, ils ne restent pas. Donc, c'est un bon voisinage. La première pension qu'on a réalisée près de Marseille, c'est à La Ciotat. On est toujours syndic, en plus de l'immeuble, de la copropriété. Et ça se passe merveilleusement bien, parce qu'en fait, il y a une vie, en plus, qui se crée. Donc, oui, non, il faut... J'en suis persuadé, mais c'est que vous avez des arguments pour persuader un promoteur dans ce cas-là ? Je l'aiderai, voilà, volontiers à lui expliquer comment ça marche. Non, vraiment, c'est une bonne façon. Puis en plus, pour le promoteur, c'est une façon aussi de répondre à l'obligation sociale en faisant des studios, plutôt qu'en faisant des T2, des T3, des T4. Et lui aussi, il y a un intérêt, en fait. Lui aussi a certainement un intérêt. Voilà, j'espère qu'on vous a convaincu et que vous saurez parler des pensions de famille demain et venir vers nous éventuellement pour... avoir plus de détails et savoir comment en produire une. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Allez-y. Merci pour cette présentation. Je suis architecte urbaniste allemand et je suis vraiment impressionné. Et je crois en Allemagne, ça n'existe pas ou sur un niveau beaucoup plus bas. Alors, oui, chapeau pour la France. Votre recrutement, si je peux dire, ça se fait comment? Pour les locataires, hein, vous parlez? Oui. On en a un petit peu parlé, ça passe par les services de l'État, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont identifiés par les services de l'État comme ayant besoin de ce type de dispositif et qui nous sont donc orientés par l'État. Voilà. Après,
quand même de temps à autre, nous, on fait remonter des situations. Voilà, ça n'empêche pas d'essayer d'avoir des discussions en local sur le fait qu'à tel endroit, il y a une situation et d'essayer de l'amener. Mais ce n'est pas des situations d'urgence. Hein. On n'est pas dans le traitement de l'urgence. Je pense que Frédéric l'a bien dit. C'est vraiment une solution de logement. Donc, ça suppose que ces gens-là, il y a déjà un diagnostic qui a été posé sur leurs besoins et qu'est-ce qui pourrait permettre de répondre à leurs besoins. Et ça, c'est un dispositif parmi d'autres qui correspond à ce public. Ah non, pas du tout. Non, non, on vous envoie pas au fin fond de nulle part. Non, 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 non. En fait, le SIAO a une compétence départementale. Enfin, c'est ce dont on parlait, les services de l'État. Enfin, de l'État, non. D'ailleurs, c'est pas tout à fait les services de l'État, mais en tout cas, c'est un grand partenaire de l'État et qui a cette mission effectivement de collecter toutes les demandes et de procéder à une évaluation des besoins et de faire les orientations en fonction des possibilités sur le territoire, bien sûr, et surtout des besoins de la personne. Mais ça se fait à l'échelle départementale. Donc c'est quand même un maillage suffisamment fin pour permettre aussi de mettre en place un certain nombre de commissions d'attribution, enfin de mettre en place en tout cas des échanges, enfin des instances pour échanger sur justement les profils et les personnes à qui on va proposer cette solution en fait. Fréquemment, les gens qui sont à la rue ont quand même des repères locaux et leur déracinement. J'ai vu des SDF, même quand il faisait très froid, qui refusaient un hébergement à Poissy ou à Saint-Germain-en-Laye en disant « je suis de Versailles, je ne vais pas ailleurs ». Voilà. Le monsieur étant algérien et finissant par chanter la Marseillaise à la fin, pas quand il avait un coup dans le nez, mais... Oui, c'est des réponses locales. Enfin, là, voilà, on est vraiment dans le... Il n'est pas question qu'il aille dormir ailleurs, préfère être dehors que... Bonjour, Christian Marquis, Comble dans France. On agrandit des maisons en ajoutant des étages. Une question à vous, Habitat Humanisme, et puis à Madame de la Dial, en fait, derrière. On intervient souvent, alors vraiment souvent, pour ces familles qui contractualisent avec le Conseil général de manière à devenir famille d'accueil d'enfants qui sont sortis de leur foyer d'origine. Et puis, on voit des conseils généraux, je pense à celui du Calvados, et il y en a d'autres, qui commencent à faire le même genre de contractualisation avec des familles pour permettre d'accueillir un senior qu'on sort de la solitude et qu'on amène en fait dans la maison. Est-ce que vous, Habitat Humanisme, vous avez une réflexion, est-ce que c'est possible ou pas, face au public dont on parlait tout à l'heure, d'envisager ce type de développement dans des maisons individuelles pour des gens qui seraient prêts à partager un bout de leur maison en fait, avec ça? Est-ce que ça rentrerait dans le financement possible en fait, des services de l'État qui sont derrière? Alors on n'a pas, nous, ce genre de dispositif famille d'accueil pour ce public. Je ne suis pas sûre que ce soit leur envie non plus. C'est-à-dire qu'on a un public, enfin je ne sais pas comment... mais moi ce que je ressens, enfin, pour avoir rencontré un certain nombre le fait d'avoir sa clé, le fait d'avoir sa boîte aux lettres, le fait d'avoir son logement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas des gens... C'est des gens qui ont besoin d'autonomie, qui ont besoin de se construire eux-mêmes. Voilà. Je pense que la réponse, c'est que ce n'est pas la bonne solution pour eux. Je suis d'accord pour dire que les familles d'accueil, ça répond à d'autres... enjeux des besoins de... Voilà, mais voilà, pas pour ce public-là. Par contre, faire une pension de famille dans les combles, moi je suis d'accord, hein, pas de souci, où vous voulez. Avec un ascenseur. Oui. Et oui. Peut-être pour compléter, enfin, je ne sais pas si je peux pas vous apporter d'éléments vraiment parce que effectivement, enfin, la DIAL c'est quand même la lutte, enfin c'est vraiment la politique publique de lutte contre le sans-abrisme. Donc là, on parle plus peut-être d'un enjeu de vieillissement de la population et qui n'est pas de la compétence de la DIAL. Alors, bien évidemment, au travers de l'ensemble des dispositifs que l'on finance, bien sûr qu'on prend en compte la question du vieillissement, qui est aussi une question, et c'est l'a dit pour les pensions de famille, c'est vraiment une question prégnante, mais c'est vrai que sur des dispositifs de cette nature, on n'a pas de financement ad hoc, puisque bon, voilà, ça c'est pas complètement dans les enjeux auxquels on essaye aujourd'hui de répondre, quoi. Et je pense que le public des fonctions de famille nécessite aussi des vrais professionnels. C'est-à-dire que le rôle des bénévoles est fondamental quand il y en a, le rôle des professionnels aussi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que de la bonne volonté. C'est vraiment des publics, quand vous avez passé 10 ans dans la rue, l'accueil, il ne suffit pas de la bonne volonté pour arriver à aider la personne à s'en sortir et à se remettre en marche, quoi. Donc il y a besoin des deux. Et, alors je ne dis pas que certaines familles n'y arriveraient pas, hein. Il y a peut-être dans des familles des gens qui auraient ces compétences-là, mais ça demande quand même une compétence très spécifique aussi.
Moi, quelque chose que j'entends assez souvent de ce public-là, parce que c'est des gens qui ont vu des tonnes de travailleurs sociaux, enfin, ils ont été en lien avec plein de monde, hein, et ça a été des échecs successifs. Quand ils voient un bénévole taper à leur porte, venir boire un café, ils disent mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui n'est pas payé pour venir me voir aussi. Enfin, il y a cette relation-là, on est dans la recréation du lien social, on n'est pas dans quelque chose qui a un objectif en soi. Bon voilà, donc c'est extrêmement complémentaire. Et dans les pensions de famille, en gros, il y a 2/3 des gens qui participent. Il y a un repas toutes les semaines, il y a des choses comme ça, mais c'est possible de ne pas participer aussi. Enfin, on n'est pas dans quelque chose d'obligatoire. C'est parce que ça permet à chacun de s'adapter à là où il en est. Et il y a des gens qui vont mettre beaucoup de temps à participer à ça. Il y a des gens qui vont le faire puis ne plus le faire. Enfin voilà, faut autoriser cette distanciation, enfin ce niveau de distance qui est individuel. Juste peut-être une dernière question. Comment ils sont identifiés en fait? C'est ça que je comprends pas. Les gens. Les locataires? Les résidents? Comment ils sont identifiés en fait? Parce que du coup, ils vont pas faire une demande. Non mais c'est des gens qui sont connus des services sociaux, pour le dire autrement, des CCAS, du 15. Enfin voilà, c'est des gens qui à un moment donné ont été identifiés. Et voilà, et le rôle aussi collectif, c'est de les identifier, ces gens-là, pour qu'ils soient aidés. Voilà, et à ce moment-là, ils sont identifiés comme ayant besoin de ce type de dispositif. Et quand il y a une place qui se libère, on leur propose. Donc c'est des gens souvent qui ont un accompagnement social, déjà, hein, quand ils arrivent. Et malheureusement, il y a un fichier en attente. Oui. Donc effectivement, il y a de quoi remplir d'autres pensions de famille. Ah, moi j'ai 100% d'occupation. Enfin, on ouvre une pension de famille, on la remplit. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas du tout à saturation. Enfin, il n'y a pas un endroit où il y a de la vacance, quoi. On est bon? Eh bien merci.